Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouvel hebdo de la semaine. Et on commence du côté du pays de la Châtaigneraie, et plus exactement à Bazos-Jean-Paré, un secteur où la désertification médicale se fait particulièrement ressentir. Alors que l'unique médecin de la commune est parti en retraite, deux autres viennent de le remplacer. Simon Philippot est allé à la rencontre de ces jeunes installés. Sur le territoire de Bazos-Jean-Paré, ce sont donc deux médecins qui se sont installés depuis le début du mois de mars, dont le docteur Thierry qui est à mes côtés. Docteur, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement comment s'est déroulée votre installation ici à Bazos-Jean-Paré ? Bonjour, donc l'installation, on est deux médecins qui se sont installés, donc docteur Thierry, moi et puis donc le docteur Fouillet. On s'est installés depuis le 14 mars au cabinet du pôle de Bazos et moi j'exerce aussi au cabinet de la Châtaigneraie. Alors pourquoi avoir choisi Bazos-Jean-Paré et le territoire de la Vendée ? Qu'est-ce qui vous a attiré ici justement ? Alors le territoire de la Vendée pour me rapprocher de la mer et du beau temps. Moi j'étais originaire des Ardennes, donc voilà, c'était vraiment le critère. Et puis après, donc, j'étais déjà installée en campagne, donc je recherchais vraiment à m'installer en rural. Ça a fait forcément du bien aux habitants de Bazos-Jean-Paré de vous accueillir. On sait que c'était un territoire qui souffrait un peu d'une désertification médicale. Comment vous avez été accueillis par vos nouveaux patients du coup ? C'était plutôt les patients étaient plus que ravis d'avoir enfin un nouveau médecin traitant. C'était vraiment un soulagement et nous on était étonnés d'avoir une demande aussi importante. Voilà, nos journées sont remplies dès le premier jour, donc il y avait vraiment une très très grosse demande et c'est plutôt un très bon accueil parce qu'on était attendus. Vous avez en plus le soutien des collectivités locales pour vous aider dans votre installation. Je suppose que ça a dû aussi être un plus pour vous dans votre choix d'installation ? Oui, tout à fait. Il y a la communauté de communes de la Châtaigneraie qui nous a beaucoup aidés, épaulés, que ce soit au niveau des locaux, au niveau de l'installation. Et puis, il y a aussi la mairie de Bazos-Jean-Paré qui a été présente dès qu'on a eu besoin pour l'installation. Merci beaucoup. Et puisque l'on parle de santé, les agents hospitaliers du CHD multisites étaient en grève mercredi et jeudi. Une manifestation s'est également tenue devant l'établissement. Des agents, tous services confondus, qui lancent à travers ce mouvement un cri d'alerte sur l'important manque de personnel et donc des conditions de travail dégradées. Un mouvement lancé par la CGT et rejoint ensuite par les syndicats Force ouvrière et CFDT Santé Sociaux. La crise du Covid a en effet accentué et démontré le manque d'effectifs au niveau des services. Et actuellement, on en est là, quoi. Il n'y a plus de paramédicaux. On est en train de fermer des unités entières de lits par manque de paramédical. On ferme les urgences de Montaigu ou de Luçon par manque de médicaux, des médecins. On ferme des salles de bloc opératoire, 3-4 salles par jour, par manque d'infirmiers de bloc opératoire. C'est une situation complètement catastrophique, quoi. Après une réunion avec la direction, 4 mesures ont finalement été acceptées pour rendre l'établissement plus attractif. La stagiairisation des contractuels, la revalorisation de leur salaire, mais aussi la réintégration des primes pour les aides-soignants et médico-psychologiques. Et enfin, 3 semaines de vacances pour cet été. Des forums pour bien vieillir à domicile, c'est le nouveau dispositif mis en place par le conseil départemental. Concrètement, il s'agit de rencontres entre les seniors, les aidants et des professionnels pour évoquer les différentes solutions pour rester chez soi à partir d'un certain âge. Et le premier de ces forums avait lieu mardi à Chambéry. Un reportage signé Simon Philippot. L'objectif du forum Bien vieillir à domicile, apporter toutes les réponses aux questions que les Vendéens se posent sur ce sujet. Le maintien à domicile est en effet de plus en plus fréquent et vient en complément des établissements spécialisés. On sait bien que les thématiques, en tout cas celles de l'accompagnement individuel, elles sont communes avec l'EHPAD, j'ai pu le dire. Cet accueil collectif qui intervient lorsqu'on a un problème d'autonomie important, mais qui ne doit pas être forcément pérenne. Et c'est l'intérêt de pouvoir vraiment travailler cette transversalité et non plus opposer l'accueil collectif et l'accueil à domicile. Parmi les visiteurs, beaucoup de seniors vendéens ravis de pouvoir trouver les renseignements nécessaires à leur quotidien. C'est une très bonne initiative pour permettre de connaître tous les services et intercommunal comme ça, c'est vraiment très bien. C'est vraiment enrichissant pour l'offre qu'on peut avoir et c'est là qu'on se rend compte que même en
prenant de l'âge, on a des activités qui peuvent vraiment nous aider. 200 visiteurs pour cette première édition qui ont pu trouver des réponses auprès de 50 professionnels et associations. Et en dehors de ce type d'événement, où peut-on se renseigner lorsque l'on a besoin d'une aide pour un proche ou pour soi-même? On pousse la porte en fait de la Maison des Solidarités et de la Famille, qui sont des guichets uniques portés par le conseil départemental. Donc c'est un accueil tout public de 0 à la fin de vie. Et en fonction de la problématique, donc il y a des agents d'accueil qui vont orienter vers les services spécialisés au sein du département. Donc si on a une problématique liée au vieillissement, de perte d'autonomie, les agents d'accueil des MDSF vont orienter vers le service départemental de l'autonomie, où là des travailleurs sociaux, assistantes sociales, vont se déplacer à domicile pour faire une évaluation des besoins à la maison. D'autres forums bienveillants à domicile devraient voir le jour dans d'autres secteurs du département afin de pouvoir aiguiller les 87% de Vendéens qui souhaitent rester le plus longtemps possible dans leur maison. Bientôt, Esnay pourra accueillir ses 173 premiers lycéens. Le chantier du lycée arrive à son terme. Il pourra ouvrir ses portes dès la rentrée prochaine, en septembre 2022. La région vient d'organiser une visite pour présenter cet établissement nouvelle génération. C'est un lycée qui est ancré sur son territoire. L'objectif, c'est qu'il puisse y avoir de l'interaction aussi avec la vie extérieure. C'est notamment l'objet de cet amphithéâtre qui sera ouvert aux associations ou aux gens de l'extérieur. C'est aussi un lycée où les circulations entre les lycéens, les professeurs ou les agents de lycée sont ensemble. C'est un lycée connecté également. Je pense notamment au côté pédagogique avec la dotation des ordinateurs portables que nous faisons à la rentrée de septembre pour tous les élèves qui rentrent en seconde. Et puis c'est surtout un lycée écologique. On a réalisé un bâtiment qui est complètement ossature bois et l'isolation thermique verticale des parois sont réalisées avec des bottes de paille. Donc ça nécessite une mise en œuvre très particulière, c'est-à-dire que ça demande une appréhension de savoir-faire nouveau, avec des méthodes de travail nouvelles. Donc ça veut dire qu'évidemment on est soumis à la saisonnalité, donc il faut moissonner la paille quand c'est le moment, il faut la stocker et ensuite il faut l'incorporer dans des murs préfabriqués qui vont venir s'agrafer à la structure bois. L'actualité cette semaine, c'est aussi la réélection d'Emmanuel Macron dimanche à la tête de la présidence française. Il a obtenu un peu plus de 58% des suffrages sur l'ensemble du territoire national. En Vendée, il arrive également en tête des résultats avec plus de 61% des voix exprimées. Alors comment se partagent les votes sur le territoire? Élément de réponse avec Caroline Tronche et Simon Filippo. Comme à l'échelle nationale, Emmanuel Macron arrive en tête avec un peu plus de 6 Vendéens votants sur 10. Marine Le Pen, elle, a remporté les suffrages de 4 Vendéens sur 10. Une hiérarchie similaire aux résultats nationaux donc, mais avec un écart départemental entre les deux candidats un peu plus marqué que sur le reste du territoire français. Quasiment 24 points séparent en Vendée Emmanuel Macron de sa rivale. Il y en a 17 au niveau national. Un choix qui est finalement assez important, 58%, 42%. C'est aussi, je crois, un rejet des Français de l'extrême droite, un rejet des extrêmes et finalement la volonté d'aller toujours vers la République, vers l'égalité et vers la fraternité. Dans le détail, 205 de nos 257 communes vendéennes ont voté pour le président sortant. Par effet miroir, les 52 autres, lui, ont préféré Marine Le Pen. Géographiquement, on retrouve ces dernières plutôt concentrées dans le nord-ouest vendéen et le sud Vendée. Je reviens à la responsabilité du président élu aujourd'hui, mais président sortant. C'est son mandat où il était déjà, il y a 5 ans, face à Marine Le Pen. Et visiblement, il n'a pas su, dans ces 5 ans, apporter les réponses qui sont attendues pour le pays, puisque Marine Le Pen est encore au second tour aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'il se satisfasse d'un système qui lui est favorable. Il faut qu'il soit à la hauteur de ses responsabilités. À noter que 2 Vendéens sur 10 ne sont pas allés voter ce dimanche, tandis que la commune de Roche-Trejoux, dans le Bocage, entre Mouchamp et le Boupère, affiche le plus fort taux de participation, et ce, comme au premier tour. La Châtaigneraie, Luçon et l'Île-Dieu enregistrent les plus forts taux d'abstention.
Une abstention qu'il ne faut pas négliger, qui rappelle que le score d'Emmanuel Macron est également dû à un certain vote barrage. L'épisode des Gilets jaunes, l'épisode de la Covid, eh bien, les réponses les plus appropriées, celles que les Français ont mieux compris, ce sont les réponses de proximité. Et moi, j'appelle le président de la République à engager une politique qui permet vraiment de faire confiance aux élus de proximité, de donner plus de réponses de proximité et donc à engager cette réforme d'une décentralisation qui est attendue. Prochaine étape, aussi bien pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans les résultats de ce dimanche soir que pour ceux qui veulent confirmer la tendance, les élections législatives. En Vendée, nous serons ainsi prochainement appelés à renouveler nos 5 députés. À ce jour, Modem pour 2 d'entre eux, La République En Marche pour les 3 autres. Cette semaine, l'ancien maire de Saint-Hermine, Jean-Pierre de Lambilly, est décédé à l'âge de 91 ans. Il a passé une grande partie de sa vie au service des Vendéens. Il a notamment brigué 4 mandats de conseiller général de la Vendée entre 1979 et 2004. Chef d'entreprise, son expertise s'est notamment exprimée sur les questions de voirie et d'action publique. Alain Leboeuf, le président du conseil départemental, regrette son départ qui, je cite, « laisse le souvenir d'un homme d'une grande courtoisie et avec de grandes qualités de cœur ». Voilà un événement à ne pas manquer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le printemps de la sardine. Une manifestation qui propose de nombreuses animations autour du poisson devenu emblématique. Et parmi ces rendez-vous, la sardine de printemps, le 7 mai. Il s'agit d'une fête qui marque le retour du poisson migrateur sur nos côtes. Une fête locale qui perdure depuis le XXe siècle selon un déroulé bien précis. À partir de 9h, nous rejoignons donc le défilé. Comme autrefois, avec le groupe folklorique Bisdur. Nous traversons donc la ville, la voie piétonne, et nous rejoignons donc avec, en même temps que l'arrivée des bateaux, le port de pêche. On se retrouve dans la même ensemble. Les bateaux arrivent et nous arrivons aussi. Donc là, on débarque la première sardine et nous remettons un panier de 100 sardines au maire, monsieur le maire, comme la tradition le voulait autrefois. Direction Sèvremont maintenant, où la Grande Roue est de retour sur la butte des Châteliers Châteaumur. Jusqu'au 22 mai, le lieu laisse place aux festivités avec au programme des animations, des concerts et bien sûr des tours sur le point culminant de la Vendée. Un projet sur lequel planche le créateur d'événements Philippe Mindron depuis plusieurs années, mais qui avait été freiné par la crise sanitaire. Pierre Dalicieux. Difficile de passer à côté sans la voir, cette grande roue est devenue l'événement avant même d'être ouverte ici au Châtelier Châteaumur. Durant 22 jours, le haut de cette roue va devenir le point culminant de la Vendée, avec, semble-t-il, une petite surprise arrivée là-haut. Alors là, toute la question est là. Est-ce que du haut des 45 mètres de la grande roue et du haut de la butte, on va pouvoir voir la mer? Ça, c'est la question. J'ai ma petite idée. Ah bah oui, voilà, on la verra pas. C'est ça que les Vendéens doivent venir constater en nombre. Il n'y avait que lui pour imaginer un événement pareil. Philippe Mindron a prévu pour les 22 premiers jours de mai la fête non-stop en plein haut bocage vendéen. Il faut savoir que ça va devenir le point culminant de la Vendée pendant 3 semaines et qu'on va pouvoir faire la fête tous les soirs. Je dis bien tous les soirs puisqu'il y a 44 concerts et animations annoncés pour 22 jours et dont plus forcément les week-ends que la semaine. Donc une programmation très riche, en tout cas tout public. Difficile de faire la fête sans penser à l'actualité. Les organisateurs ont décidé de reverser à l'Ukraine une partie des fonds récoltés. Il y a une cause qui a gagné ou regagné l'événement qui est bien triste, qui est l'Ukraine. Et du coup, l'association a décidé de porter un don à une association qui s'appelle Une main pour demain. Donc, il a été décidé, et c'est important de le savoir, que 1 € par tour de roue de tous les enfants et les adultes qui montent va partir à cette cause. Du 1er au 22 mai, vous pourrez donc venir admirer ce paysage et même un peu plus, à condition bien sûr que le soleil soit au rendez-vous. On termine avec du football. Stéphane Massala quitte le VHF à la fin de la saison 2022. Le comité de pilotage du club des Herbiers n'a pas souhaité renouveler son contrat, faute d'avoir rempli certaines conditions. Arrivé en 2016 en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe, le Nantais en a pris les commandes à partir de 2018. Il a même conduit les Herbiers jusqu'en finale de la Coupe de France cette même année. Le coach quitte ainsi le club sans aucun regret.
C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, lundi dans la matinale à partir de 7h, c'est avec Caroline Tronche. Belle journée et bonne fin de semaine à tous.